c'est son caractère, sa loyauté, son honnêteté qui m'inspire. Il donne une certaine sérénité, en fait, à ceux qui l'entourent. Il y a ce charisme naturel qui fait que les gens sont attirés vers lui. C'est une personne très droite. Il est entier, honnête et il est toujours dans le vrai. Mon père, c'est notre rock. Quelqu'un d'inattendu. Mon père n'est pas un homme de conflit, hein, c'est un homme de compromis. Il aime bien avoir raison, mais pas tous les jours. Son parcours professionnel, c'est la success story telle qu'on a envie de la raconter dans un film à l'américaine. C'est pas le sens des affaires qui est le caractère principal de mon père, c'est son sens de la comédie. Je pense que son âme d'acteur a toujours été là. Je trouve pas qu'il est bon acteur, je trouve qu'il est excellent. C'est pas un papy gâteau, mais il se laisse emporter par le côté mignon, en fait, des enfants quand ils sont petits. Et aujourd'hui, c'est un héros pour ses petits-enfants et toujours pour nous. Donc oui, c'est absolument mon perso-héros. Mes parents étaient des parents normaux, traditionnels. Mon père a fait son armée pendant 7 ans. 7 ans d'armée parce qu'il a été appelé sous les drapeaux pour faire ses 3 ans habituels. Et puis la guerre a continué. Donc au total, il a fait 7 ans. Et moi, j'ai eu la particularité d'être né en 1944, donc un an après, en août 1944, juste le jour de la libération de Paris. Et je suis un pupille de la nation parce que mon père était absent pendant ma naissance, et donc la République française m'a déclaré comme pupille de la nation. Ce qui m'a fait bénéficier de pas mal de choses. Quand j'étais à l'école, c'est moi qui déposais les gerbes de fleurs au monument aux morts. J'ai bénéficié de bourses scolaires, etc., etc. Donc, et ça me poursuit parce que lorsque je demande un document, c'est toujours inscrit sur mes feuilles « pupille de la nation ». C'était un horloger incroyable parce qu'il était capable de fabriquer des pièces d'horlogerie avec des tours, avec une minutie incroyable. Et il avait aussi la particularité d'être inventif. Il était tout le temps en train de chercher ce qu'il fallait faire. Vos parents, c'était un couple inséparable? Oui, c'est vraiment incroyable. C'est un exemple de couple. Ils étaient inséparables. Ils faisaient tout ensemble, tout. Je les ai jamais vus à part. Ils étaient tout le temps ensemble, c'est vrai. Ouais. Alors mon père, pendant la guerre, a eu une tuberculose. Tout le régiment, malheureusement, a été atteint de cette maladie. Quand il est rentré du service militaire, il a été déclaré invalide de guerre. Donc il a eu une pension pendant toute sa vie. Et il a eu une grave opération puisqu'on lui a supprimé un poumon dans les années 54. Et je peux vous dire que dans cette période-là, ce genre d'opération était très, très, très délicate. Et il a failli passer à côté. Hein. Et donc, depuis ce moment-là, c'était plus le même homme. C'est-à-dire qu'il prenait la vie d'une manière différente. Et voilà, donc j'ai beaucoup apprécié cet homme parce que, d'une part, il y avait beaucoup d'humour. Il faisait attention à nous, il faisait attention à sa famille, aussi bien à ses frères que ses sœurs, etc. Donc c'était un garçon, un homme formidable. J'ai gardé un souvenir exceptionnel de mon père. Il a eu très tôt une caméra dans les mains. C'était un 9 mm qu'on remontait encore mécaniquement. Hein. Il y avait des ressorts, parce qu'il n'y avait pas de batterie. Et les premières images qu'on a de la famille, c'est mon frère, qui est né 4 ans plus tard, et on le voit rentrer à l'école maternelle. On a des images magnifiques, et donc il a toujours filmé tous les mariages, les bar mitzvahs, les pique-niques, les voyages, enfin, tout était filmé. Alors je me souviens, j'ai des images comme ça, on n'habitait pas très loin de l'appartement de ma grand-mère, donc on allait à pied, mon père transportait son appareil de projection, et moi, je portais l'écran. Donc l'écran, il faisait pratiquement 2 mètres de long. Hein. Et donc, on allait chez ma grand-mère, toute la famille était réunie, et mon père projetait les derniers films qu'il avait faits, et puis surtout, il louait des films, de films muets, bien sûr, à l'époque,
Et on les regardait, je voyais même mes tantes pleurer de temps en temps quand elles voyaient ce genre de film. Et voilà, donc c'était le début de la télévision à la maison. On revenait d'un voyage à Oran. Mon père avait une 4 chevaux et il avait proposé à son frère, qui avait une petite Simca 8 à l'époque, d'aller assister à la bar mitzvah de mon cousin. Les parents habitaient à Oran. On est arrivé tant bien que mal à Oran, on assiste à cette bar mitzvah et on repart pour début septembre pour retrouver Alger. Et là, on s'arrête à quelques kilomètres avant Orléansville. On s'arrête dans un hôtel. Mon père descend pour réserver cette chambre et mon frère le suit. Mon frère était très jeune, il avait donc 54, il est né en 48, il avait 6 ans. Et donc il suit mon père, il était très turbulent. Richard était très très turbulent. Le patron de l'hôtel, voyant que mon frère était un petit peu pas facile à gérer, donc il nous donne une chambre. Alors dans la nuit, il faut savoir que les chiens aboyaient, les poules, on les entendait, les coqs, pareil, enfin tous les animaux étaient en effervescence et quelques secondes après, il y a eu un tremblement de terre. Terrible catastrophe en Algérie. Le jour s'est levé à Orléansville sur une vision d'épouvante. Le tiers d'une cité qui s'était endormie heureuse n'était plus au matin qu'un amas de décombres. L'un de ces séismes imprévisibles qui laissent les hommes sans voile avait anéanti en quelques secondes. Des voyageurs ensevelis sous leur hôtel, des malades gisant dans les ruines de l'hôpital, des familles... Et bien sûr on s'est sauvé de la chambre pour descendre dans la rue. Et le matin, le patron de l'hôtel a appelé mon père pour me dire « Voilà la chambre que je devais vous donner ». Donc on la visite et c'est le plafond qui était sur le lit. Et grâce à mon frère, donc, on a été sauvés parce que s'il n'avait pas été turbulent, on aurait pris cette chambre. Bien sûr qu'on tenait à l'Algérie française. On ne voulait pas partir. Mais quand De Gaulle est arrivé en 1958 et qu'il a dit « je vous ai compris », moi j'ai vite compris qu'il ne nous avait pas compris du tout, quoi. Et que c'était inévitable de rendre ce pays à ce peuple. Et donc il fallait se préparer. J'avais dit à mes parents qu'il fallait se préparer à partir. Si bien qu'on est parti bien avant, un an avant l'indépendance, en 61. Et donc, grâce à mon oncle Lucien, qui avait trouvé qui lui aussi voulait partir avant, a trouvé une place, un emploi à Nice. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Nice, grâce à lui, parce que, voilà, c'est dans ces conditions que nous sommes partis à Nice. Alors, vous arrivez à Nice en juillet 61. Dans quelles conditions se fait votre arrivée? Toute notre famille est venue nous accompagner sur le port d'Alger. Parce qu'eux n'étaient pas prêts à partir. Eux, ils étaient là, ils restaient, ils avaient leur emploi. Et nous, on prend ce bateau le 6 juillet. Quand vous dites « nous », il y avait qui? Nous, c'était mes parents, mon frère, ma sœur et moi. Et c'est une traversée, donc une nuit et un jour. On arrive à Marseille. Quand j'étais à Alger, j'avais une correspondante à Marseille qui s'appelait Nicole Aubin. Ouais, je m'en rappelle encore. Donc j'arrive à Marseille, on arrive à Marseille, on prend le taxi pour aller à la gare Saint-Charles. Et moi je dis à mes parents, je vais aller voir ma correspondante. Et elle habitait rue Paradis. Et de la gare Saint-Charles, rue Paradis à pied, elle habitait aux 400 et quelques rue Paradis, c'était énorme. Et donc je ne suis pas arrivé jusqu'au bout parce que sinon j'aurais raté le train. Donc je suis revenu à pied pour voir mes parents et on partait par le train et on était attendu par mon oncle. Où on a passé quelques jours avant de retrouver un appartement qu'on avait loué juste à côté de chez lui. Et donc le premier quartier où vous avez habité, c'était le quartier Sainte-Marguerite. C'est le quartier de Sainte-Marguerite, absolument. Ouais.
Quand je suis arrivé d'Algérie, c'est dans cet appartement au 4e étage, je m'en souviens encore. J'avais poussé mes parents à partir. Alors ça a été un déboussolement pour mes parents. Mais en ce qui me concerne, moi j'étais ravi. Je pensais qu'ici, j'allais pouvoir m'épanouir. Je ne dis pas qu'en Algérie, j'aurais peut-être pas pu le faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, tout m'était permis. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Il n'y avait pas de barrière pour moi. Les 2-3 premières années, je pense que ça a été très difficile pour tout le monde. Moi, j'ai commencé mon métier comme représentant avec une mobilette que j'ai achetée d'occasion. Mon père n'avait pas de voiture, ils avaient du mal à se déplacer. C'était une vie, je pense, pas facile pour mes parents. Pour moi aussi, parce que je me cherchais, je n'ai pas tout de suite trouvé ma voie. Mon père était invalide de guerre, donc il fréquentait beaucoup les bureaux et les administrations pour avoir des papiers, etc. Donc c'était... Et très souvent, je l'accompagnais. La distance qu'il y avait entre celui qui était derrière le bureau et lui me paraissait incroyable. Il craignait toujours ça. Mon père avait cette crainte-là, et je n'arrivais pas à comprendre. Et je pense que j'ai grandi avec ça, et je pense que je me suis dit, ma place, elle est derrière un bureau, pas de l'autre côté. Et c'est pour ça que, peut-être inconsciemment, j'ai eu ce parcours. Et c'est ici aussi que vous avez démarré votre vie de jeune homme? Oui, ça c'est vrai. En Algérie, c'était difficile, la relation avec une femme. Il y avait encore des tabous. Alors qu'ici, quand je suis arrivé, et je dirais pratiquement le premier jour, je crois, j'ai rencontré une première... j'ai du mal à le dire, mais c'était une touriste belge qui habitait ici chez sa famille. Et c'est ma première conquête féminine que j'ai eue en France. J'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail au début. Alors, il faut savoir qu'à Alger, pendant les vacances scolaires, je travaillais dans une compagnie d'assurance. Je classais les dossiers, les archives, je faisais que ça. C'était un travail pas très intéressant, mais je le faisais, ça me permettait d'avoir un petit peu d'argent pour... Et quand je suis arrivé à Nice, tout naturellement, j'ai dit, puisque j'ai de l'expérience dans l'assurance, je vais essayer de trouver une place dans une compagnie d'assurance. Et là, j'envoie des CV un peu partout, mais aucune réponse en retour. Et je trouve une place chez un grossiste en confiserie, rue Trachel, Monsieur Sion, très gentil, mais très, très sévère. Et là, j'ai une place de représentant en confiserie et en produits pour les boulangers. Ça voulait dire qu'à 5h du matin, je devais faire une première tournée chez les boulangers pour leur vendre de la farine et tout ce qui concerne la pâtisserie. Et une fois cette tournée terminée, à 8h du matin, je refaisais la même tournée, mais chez les femmes des boulangers. Et là, je leur vendais de la confiserie, tous les bonbons qu'il y avait sur les comptoirs. Et à l'époque, mon employeur avait obtenu l'exclusivité de la distribution d'un bonbon qui existe toujours. C'était le bonbon de Mon Chéri, de Ferrero. Et donc, je vendais ça chez les boulangères. Alors, j'avais 18 ans à l'époque. Et les femmes des boulangers m'appelaient Mon Chéri. Donc, la plupart des gens m'appelaient Mon Chéri. Voilà, c'était un souvenir. Je ne suis pas resté très longtemps parce que j'étais très mal payé. Et très vite, je voulais essayer d'aller un peu plus loin dans ma vie professionnelle. À l'époque, il fallait avoir 21 ans pour avoir l'autorisation d'exercer une profession, d'avoir une société. Donc, quand je n'avais que 18 ans, j'ai demandé à mon père de m'émanciper, et donc j'ai créé ma première société. Cette société, elle a importé des paniers. Tous les matins, je partais avec la Dauphine chargée de paniers, et j'allais vendre mes paniers aux différents magasins. Il y avait beaucoup de magasins à l'époque, de bazars, de drogueries, qui vendaient ce genre de choses, aussi bien sur Nice que dans la RPI. Voilà mon premier métier de travailleur indépendant. Il faut remonter dans les années 62, 63, 64. Donc à la place de H&M, il y avait un immeuble
traditionnel avec une cage d'escalier qui montait au 3e ou 4e étage. Et là, il y avait plusieurs locaux qui avaient été attribués à différents mouvements de jeunesse. Tous les mouvements de jeunesse que la communauté juive pouvait connaître, le Dror, le DEJ, les EI, l'UEJF, etc., etc. Tous ces jeunes avaient un local ici. Donc on peut imaginer que les jours de vacances, ou les Shabbats, ou les dimanches, la jeunesse se réunissait ici. Et donc c'était magnifique parce qu'on rencontrait tout le monde. Et en ce qui me concerne, si je suis rentré dans la communauté juive en arrivant de Nice, c'est grâce à un ami, à Georges Israël, qui m'a incité à venir le voir un dimanche. Et grâce à lui, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de jeunes de ma génération, et j'ai pu donc me tisser des amis sur Nice, au 15 avenue Jean Médecin. Vos principaux meilleurs amis, vous les avez rencontrés? Voilà, absolument, je les ai rencontrés ici. Alors à partir de là, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a même créé une loge nébrite jeune. On a fait beaucoup de choses. L'UEJF était très active à l'époque et on faisait partie bien sûr de l'UEJF. Et voilà, c'était un lieu magique, magnifique. Je rencontre en 1969 Myriam à l'occasion d'un bal de la Viso. Et je me retrouve à une grande table et à côté de moi, il y avait Myriam. Et très naturellement, je pense qu'on a eu un coup de foudre tous les deux. Moi, je pensais avoir rencontré un petit souci parce que Myriam était ashkénaze, moi séfarade. Rentrer dans une famille ashkénaze à l'époque, c'était pas facile. Donc j'ai été reçu par son père. Il avait donc une boutique rue Paradis, à l'enseigne façonnable. Et c'était un tailleur sur mesure, comme beaucoup de Polonais de l'époque. Mais lui, je pense qu'il avait un grade au-dessus, c'était un très très grand tailleur. Et donc je peux dire que j'ai été très 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 bien accueilli par eux. J'ai rencontré aucune difficulté. Alors vous épousez Myriam, mais vous devenez aussi copain avec son frère, avec Albert, c'est ça? Bien sûr, tout naturellement, son frère, bien sûr. Il a fait par amour. Le succès de Façonnable, c'est parce qu'il a rencontré ma mère et que le frère de ma mère, Albert Goldberg, mon oncle, était un designer né. Il a senti le talent d'Albert et il a dit « il va falloir que je le pousse, il va falloir que je sois là, il va falloir que je l'épaule ». Un jour, il me demande si je peux venir avec lui au salon du prêt-à-porter masculin, le SAM, à Paris. Alors c'était un week-end, je lui dis bien sûr, tout naturellement. Et donc on part en avion à Paris. Et donc je découvre un métier que je ne connais pas. Je ne sais même pas comment ça se passe. C'est la première fois que je mets les pieds dans un salon du vêtement. Et au bout de 2 jours, je fais les comptes des achats qu'il a fait pour sa boutique et je lui dis tout naturellement, c'est pas suffisant, tu pourras pas faire une saison avec le peu de marchandises que tu as acheté. Et il me dit, mais oui, d'accord, mais rien ne me plaît. J'ai beau me forcer, mais rien ne me plaît. Alors je dis, mais pourquoi tu ne fais pas toi-même tes collections? Je sais que tu as un savoir-faire et tu peux faire des collections. Il me dit, c'est bien sûr que ce serait bien, mais je n'ai pas les quantités suffisantes pour faire une collection et personne ne les fabriquera, etc. Et je lui dis, bon, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et je liste. Alors lui, on ne l'arrête pas, hein, et donc je liste les produits qu'il aimerait faire, avec des détails, avec des couleurs, etc. Et je lui dis, le seul moyen, c'est de faire cette collection. On prend un stand la saison prochaine au même salon et on essaye de les vendre à toutes les boutiques qui voudront bien acheter. On y croit tellement qu'on y va. Et donc pendant 5-6 mois, on ne travaille que sur les collections. Et 6 mois après, on a réservé un stand, alors le plus petit des stands, parce qu'on n'avait pas les moyens. Hein. On a réservé un stand de 18 mètres carrés. Ils nous ont placé le stand proche des toilettes, hein, parce qu'on était les derniers arrivés, n'avaient pas la bonne place. C'était une collection d'été, donc une collection avec des produits bateaux, des roues de bateaux, des fanions, etc. Et ce stand, vraiment, il était remarqué.
Il était remarqué parce que les autres stands, eux, se contentaient, c'était des industriels en fait, ils se contentaient de mettre leurs produits sur des stoyacs, sur des planches, sur des tables, alors que nous, on avait fait un stand avec une vraie vitrine, une vraie exposition. Et dès les premières heures, ce stand a été visité. Et je me souviens d'un client qui est arrivé, un client allemand, Selbach, qui arrive avec ses collaborateurs. Il avait plusieurs magasins en Allemagne. Et on s'assoit pour commander parce que la collection lui plaisait. Et il achète. Et je reste avec lui plus de 2 heures. Donc je peux vous dire que la commande était conséquente. Et à la fin de la commande, je lui fais signer son bon de commande. Et il me sort de sa serviette, de son cartable, des rouleaux de griffes, siglés à son nom, Selbach. Il veut me les donner, mais je dis, mais ça c'est pour les griffer. Il dit, alors, je dis, non, là c'est vraiment pas possible parce que nous ne vendons que du façonnable. On ne peut pas griffer autrement que façonnable. Et il me dit, oui d'accord, mais façonnable c'est pas connu, et moi je ne peux pas vendre quelque chose qui n'est pas connu dans ma boutique. Et je lui dis, je suis vraiment désolé. Et il s'en va, je déchire son bon de commande, j'avais passé plusieurs heures avec lui, c'était une grosse commande. Et je lui déchire et je le jette dans le panier. Heureusement, j'avais un double. À l'époque, il y avait des papiers carbone, vous savez. Et le lendemain matin, il revient. Et après réflexion, il décide d'acheter Griffé façonnable. Je raconte cette histoire parce que ça prouvait qu'avec Albert, on avait une politique. On n'existait pas. On n'avait aucun client, aucun chiffre d'affaires. Mais la politique de marque a, dès le départ, existé. C'est-à-dire qu'on savait qu'on voulait amener cette marque où on l'a amenée. Durant la Seconde Guerre mondiale, le tailleur polonais Jean Goldberg arrive à Nice. Blessé dans le maquis, il est hospitalisé à Pasteur. Il reste à Nice et crée en 1950 sa première boutique. 37 ans plus tard, la société réalise un chiffre d'affaires de 350 millions de francs, dont 60% à l'export. L'association d'Albert et moi a été très facile parce que lui s'occupait du style que je ne connaissais pas. Donc je n'avais pas la qualité pour faire ce qu'il faisait. Et lui n'avait pas les qualités pour faire ce que je faisais. Je m'occupais de la gestion, du commercial. Et donc lui, on avait 2 rôles vraiment différents, distincts. Et l'un n'allait pas chez l'autre et l'autre, voilà. Donc on était bien positionnés dans notre boulot. Donc c'est pour ça que ça fonctionnait. Donc, alors bleu plage, après tu vas rendre toute une feuille et puis on va mettre tous les tissus que l'on voit. On démarre par le bleu plage. Ouais, d'accord. Le bleu plage. D'habitude, on pense que la création, ça se fait à Paris. Or, vous créez à Nice. Est-ce que c'est facile de créer à Nice, loin de l'esprit parisien? Pour nous, c'est plus facile de créer à Nice parce qu'on s'est organisé depuis Nice et ça a toujours été comme ça. Et il n'y a aucune raison qu'un Marseillais ou un Lillois ou un gars de la Bretagne ne fasse pas quelque chose. Seulement le problème, c'est que tout est parisien, la haute couture est parisienne, la couture c'est parisien, le prêt-à-porter c'est parisien, alors en avant, les salons c'est parisien, tout est parisien. Bon, mais ça c'est pas grave. Nous, on a prouvé en habitant Nice que les Parisiens venaient à nous, qu'on allait au-devant des Parisiens. Mais enfin, disons que ça nous a posé des problèmes et ça nous en pose tous les jours. On n'avait pas les moyens de faire de la communication et on s'est dit, le meilleur moyen de se montrer, de se faire voir, c'est d'ouvrir des boutiques. Et la première boutique que nous avons ouverte avec l'enseigne façonnable, c'était à Saint-Tropez. Alors Saint-Tropez, pourquoi? Parce que c'était une ville qui était visitée par le monde entier pendant plusieurs mois. Et c'est je pense que c'est une grande partie grâce à ça, que la marque s'est développée. Donc Saint-Tropez, après Monaco, après Cannes, Marseille, enfin toujours à côté de chez nous, parce que c'est pas facile de gérer des boutiques à distance. Donc au fur et à mesure, on allait de plus en plus loin. Et lorsqu'on a ouvert la première boutique à Paris, la première c'était rue Royale. Ça a été un vrai choc pour tout le monde, c'est que là, la marque a vraiment existé. Mon père a une vision des choses, il a une capacité d'analyse, il a une capacité à prendre du recul, il a extrêmement du bon sens. Et donc, oui, il voit les choses avant tout le monde. On a toujours voulu l'amener très, très, très loin. On avait comme objectif des grandes marques qu'on citait
comme des gens comme Hermès, comme Burberry. On avait des exemples et on voulait toujours être ça. Donc, ce duo a fait la réussite de cette marque. En plus des 20 boutiques de diffusion implantées sur tout le territoire national, 382 points de vente distribuent la marque dans 22 pays en Europe et depuis 3 ans, 14 boutiques ont été ouvertes au Japon. Les États-Unis sont la prochaine étape. En 13 ans, la politique d'export, le résultat est flatteur. Il était à la tête d'une entreprise de 500 personnes avec des responsabilités énormes et il a monté une vraie réussite, puisque jusqu'en 2000, où on était à la tête de Façonnable, sous la direction de mon père, ça marchait très très fort et c'était vraiment une très très belle affaire. Il a vraiment aidé toute une génération, au moins sur la Côte d'Azur, de gens pour qui la famille Faso, c'est un symbole des années 80. C'est un symbole absolument incroyable de cette génération, de savoir qu'il y avait une entreprise niçoise qui a réussi à importer le sportswear pour tout un pays. Et moi, je suis très fier de ça. Albert est un sportif, il a failli être un footballeur professionnel. Et donc il connaissait beaucoup de footballeurs, et ces footballeurs travaillaient chez Adidas. Donc tout naturellement, on avait fait un salon à Grenoble. On est visité par ses collaborateurs d'Adidas qui proposent de rencontrer Dassler. Dassler était le propriétaire de la société Adidas. Monsieur Dassler nous propose de créer une marque Arena Façonnable, vendu exclusivement dans les magasins de sport, en faisant un produit sportswear qui s'adresserait à des sportifs pour après le sport. Je pense qu'on était un peu trop tôt et que les grands magasins, les magasins de sport n'étaient pas prêts du tout à recevoir ce produit. Donc ça avait fonctionné pour la première vente, mais le consommateur, lui, n'a pas suivi parce que ces magasins n'étaient pas prêts du tout à vendre ce produit. Donc ça a été un petit échec. Un échec qui a réussi aujourd'hui, parce que quand on voit Nike et même Adidas vendre ce genre de produit, on était un peu tôt sur le marché. C'est un échec qui vous a coûté cher. Oui, ça nous a coûté très cher. Ouais. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris ? L'expérience, ça veut dire qu'il ne fallait pas s'associer avec des gens beaucoup plus forts que soi. J'ai une première expérience aux États-Unis. Je vends chez Bloomingdale's. Donc on livre Bloomingdale's, mais malheureusement on livre quelques jours plus tard. Et les Américains sont des gens intraitables. Et la première livraison que je fais aux États-Unis est refusée par Bloomingdale's. Donc je me dis, à partir de là, je ne vends plus aux États-Unis. J'arrête. Et un jour, je reçois la visite de Nordstrom, qui veulent négocier avec nous une certaine collaboration exclusive sur le marché américain. Et étant moi très sceptique du marché américain, je dis non. Ils insistent. Je pars avec Albert à Seattle. Et ils nous baladent dans un avion privé sur tout le marché américain pour nous faire visiter leur grand magasin, l'équivalent des Galeries Lafayette, donc des grands magasins. Et effectivement, on découvre avec eux que c'est des magasins de très bonne qualité, très bien tenus. Et on se dit, on a notre place chez eux. Et ils sont tellement partants qu'on accepte de signer un accord avec eux. Et c'est comme ça qu'on se développe aux États-Unis grâce à eux, parce que la marque a été connue en grande partie à eux, parce qu'ils ont fait un travail formidable. On monte même des magasins en association avec eux sur le marché américain, en démarrant par New York, Beverly Hills, Dallas, Seattle, enfin des magasins qu'on en ouvre en association avec eux, et ça marche très fort. Ça fait quoi d'avoir un magasin façonnable sur la 5e avenue à New York ? Moi je pense que ça a été formidable pour nous. Vraiment, New York, c'est pour nous presque l'aboutissement, quoi. Je ne sais pas si on peut aller plus loin encore. C'est vraiment une très belle satisfaction. Et en plus, c'est un magasin qui marche très vite, très fort. Je pense qu'il ne l'a pas fait forcément que pour lui-même. Je pense qu'il avait envie de donner un certain confort à sa famille et que le fait qu'il ait accompli ça, je l'en remercie. À partir de là, je suis
appelés par des sociétés, des investisseurs, des fonds de pension, des marques, pour venir acheter cette marque. Et donc, je reçois une vingtaine de sociétés. Et donc, j'en sélectionne une société anglaise qui est d'accord d'acheter la société au prix que j'avais convenu. Et donc, bien sûr qu'avant de prendre cette décision, je vais voir Albert. Donc, Albert avait un bureau qui est juste en dessous du mien. Et je lui dis, ça y est, je pense que j'ai décidé j'ai trouvé la société qui nous convient. Voilà, donc je lui explique un peu le prix, le truc. Et il me dit, par correction, tu devrais quand même appeler Nordstrom. Parce que peut-être qu'eux seraient d'accord d'acheter. J'ai dit, tu as raison. Et donc je remonte dans mon bureau et immédiatement je les appelle. J'appelle Monsieur Nordstrom. Et je lui raconte mon histoire de bourse et de pas bourse. Et il me dit, mais bien sûr que ça m'intéresse. Moi, je suis d'accord d'être payé en partie en actions. Si vous me payez 50% en actions, ça ne vous coûte rien. Donc vous faites... Et donc, et vous me donnez 50% en cash et 50% en actions. Et bien, le lendemain matin, ils arrivent en me disant, on est d'accord en faisant ça à 50-50. Et c'est comme ça que j'ai vendu à Nordstrom. Je ne regrette pas d'avoir vendu, mais bien sûr que ça me fait mal au cœur. Stéphane, David et Ilan. Alors, ces trois, aujourd'hui, habitent dans des endroits complètement différents. Stéphane habite en Belgique. David a fait une grande partie de sa vie professionnelle à New York. Et Ilan, qui habite maintenant à Tel Aviv. Et donc, ça me permet de les voir un peu partout. Ils sont très différents, tous les trois? Alors, complètement différents. Alors, on dirait que j'ai fait 3 enfants différents, avec 3 femmes différentes, mais pourtant, c'est la même femme. C'est leur mère, la même mère. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Monsieur Stéphane Benalim, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Laurence Edinger? Oui. Alors Stéphane, c'est un garçon qui ne s'exprime pas beaucoup, qui a un cœur incroyable, un grand bosseur, grand travailleur, entrepreneur, qui a fait des études de commerce et donc qui est capable d'entreprendre des affaires importantes. Moi, quand j'ai démarré avec mon père, j'avais 30 ans, donc j'avais la fougue de ma jeunesse. Effectivement, on constate une très forte demande dans le sportswear élégant par une certaine catégorie d'hommes aujourd'hui qui travaillent toute la semaine et qui ne cherchent pas forcément à s'habiller en costume, chemise, cravate. Mon père a complètement initié notre reconversion et c'est effectivement son côté visionnaire qui nous a permis de nous reconvertir et d'avoir réussi une seconde fois finalement grâce à sa vision. David qui est journaliste, mais qui a été journaliste depuis très très jeune. Depuis l'âge de 10 ans, il a fait de la radio, il a fait un journal, je me souviens, pendant l'élection présidentielle de Mitterrand, il éditait un journal tous les jours qui distribuait à droite à gauche, comme ça. Donc c'est un métier qui lui tient beaucoup, qu'il a en lui. Il apprécie mon travail et il me le dit et il y a une certaine fierté. Alors c'est quelqu'un de timide, de réservé de ce point de vue-là. C'est pas la personne qui va aller dire « tu étais génial, bravo, machin, et je t'aime ». Non, ça c'est pas... Mais il a beaucoup d'appréciation, il apprécie le travail. Et ça, c'est assez génial de pouvoir voir l'amour et l'appréciation du père derrière. Et Ilan qui a fait ses études de designer d'abord à Montréal. Et il les a terminés en Israël, dans une école très réputée en Israël. Et aujourd'hui, il a une société de produits connectés. Et c'est lui qui est chargé du design de ces produits. Je pense qu'il n'a jamais voulu décourager qui que ce soit à faire quelques projets que ce soit, parce qu'il sait que justement,
c'est en ayant une ouverture vers les choses un peu différentes qu'on laisse les gens s'épanouir, et je pense qu'il en a conscience. Stéphane et David ne m'ont pas vu beaucoup, parce qu'on voyageait énormément. Quand on crée une société comme ça, comme Façonnable, on est obligé de se déplacer partout. Et donc ça demande beaucoup de temps, et malheureusement, on ne se voyait pas beaucoup. Je suis né en même temps qu'il a démarré. Donc j'ai toujours vécu soit en intraveineuse, soit dans le biberon, soit... ça fait vraiment partie de ma vie. Donc moi, je n'en ai pas souffert, mais par contre, certainement, ça a joué sur mon caractère, et que je suis très pudique, introverti, ou une certaine forme de timidité. Par contre, je pense que mon frère, lui, en a souffert. J'en ai énormément souffert pour plein de raisons. D'abord parce que je suis l'enfant du milieu, et que l'enfant du milieu se sent toujours un petit peu moins aimé ou moins désiré, on va dire, que d'autres. Je pense qu'il y a eu une acceptation de sa part un peu tardive sur le fait que mon homosexualité... forcément, c'est le mot que j'arrive pas à dire, que mon homosexualité était pas quelque chose de choisi, mais j'ai choisi de la vivre, tout simplement, très jeune. Mais il a toujours eu beaucoup d'amour. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai. Il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Donc c'était ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Mon cher fils, maintenant que tu es marié et que Dany fait partie de la famille, je peux dire mes enfants. On est chez nous parce que les enfants ont gardé un souvenir exceptionnel de cette maison. C'est une très très belle maison. Je pense qu'il avait peut-être pas conscience quand il a acheté cette maison qu'il allait s'en servir un peu comme un centre communautaire, mais moi, mon souvenir, c'est que justement, ça a servi à plein de moments communautaires et très, très joyeux. J'ai déménagé là-bas, j'avais 3 ans et demi, c'était exceptionnel. J'avais ma propre chambre, j'avais plus besoin de la partager avec Stéphane, ça c'était bien aussi. Ça n'empêchait pas les bagarres, et c'était génial de pouvoir grandir dans cette maison. Au fur et à mesure de son succès, la maison a évolué, et on a rajouté une chambre d'amis, un salon en bas, une piscine quand on avait plus 15-20 ans. Enfin, donc c'était génial de voir cette maison évoluer avec le succès de la famille. Et puis ça représente forcément maman, c'était l'endroit où on a grandi, on s'est aimé, on a fait... Ma bar mitzvah, c'était là-bas, donc c'était exceptionnel, ça rappelle des souvenirs exceptionnels de mes grands-parents. Bon, c'est la maison d'enfance. On voyageait énormément, donc on avait beaucoup de mal à vivre avec nos enfants, surtout avec les deux. Et Myriam a décidé un jour, comme on n'était pratiquement jamais sur Nice, d'être présent tous les vendredis. Donc on s'arrangeait, quel que soit le programme qu'on avait, pour rentrer à la maison le vendredi et faire Shabbat avec les enfants. Et grâce à ça, on a pu recréer et retrouver une petite ambiance familiale dans cette maison. C'était une maison où on était nombreux tout le temps, et c'était comme une grande colonie de vacances permanente en fait. Il y avait tout le temps d'action. C'est une maison qu'on a habitée de 1978 à 1998, donc c'est une vingtaine d'années. Et moi, j'ai quitté la maison en 1995, donc j'y ai passé beaucoup de temps. Avec mon père et ma mère, on est tous nés au mois d'août. On est 3 lions, donc c'est toujours été très intense. Mon père a un jour de décalage avec moi, il est né le 23 août, moi le 22 août. Ma mère, 12 ou 13 août, on n'est pas sûr parce qu'elle a été déclarée un jour plus tard. Mais il y avait un côté, ça rugissait de tous les côtés, mais l'amour était vraiment absolument incroyable. Et puis on avait cette passion pour les EI, pour les mouvements de jeunesse, pour les chants en hébreu. On avait cette passion pour Israël, on avait passion pour la communauté. Moi, j'ai eu 18 ans de bonheur à partager avec ma mère, et j'ai toujours eu cette volonté de porter sa joie de vivre, de porter son sourire, de porter cette qualité de communication qu'elle avait et qu'elle m'a transmis. Et oui, je me sens vraiment l'héritier de maman, ça c'est vrai. Quand j'étais avec elle, j'étais collé à ses jupons, comme on dit, et vraiment, enfin, dans le sens vrai, c'est-à-dire que je me souviens d'être accroché à ses cuisses tout le temps, et
j'étais trop jeune pour avoir une complicité de conversation, mais je pense qu'on avait une complicité de regard et d'émotions, de sentiments qui étaient forts, beaucoup d'amour. Bon, ça va, hein? Au revoir, hein, monsieur. À tout à l'heure. Eh ben, maintenant, c'est l'heure. Tu vas rentrer en classe? Ah, j'attends avec toi? Oui, c'était une très belle vie, oui. Grâce à Myriam, pendant les fêtes, on réunissait tout le monde. La maison était suffisamment grande pour réunir une trentaine de personnes autour d'une table. Et Myriam adorait ça, adorait faire ce genre de choses, oui. Oui, c'était important, oui. C'est forcément beaucoup d'émotions parce que c'était la maison de ma mère et elle est décédée en 92. Voilà. Donc c'est... Sie macht durch sie die ganze Welt. Aidische Mame, oi weh wie bitte, wenn sie fällt. Ça c'est... Oui, ça c'est le drame de ma vie, quoi. Tu peux le raconter? Oui. Elle vient me voir dans mon bureau. Elle avait un problème de poids, et elle voulait donc se faire opérer pour diminuer un peu son poids. Et donc, je lui donne mon accord parce que je pensais que c'était une opération bénigne. Et là, donc, elle rentre à l'hôpital pour le faire. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais le matin, elle ne s'est pas réveillée parce qu'elle a une embolie pulmonaire. Et donc, voilà, donc j'étais avec Ilan pour aller la voir le matin. Et elle n'était plus. Elle était dans un autre hôpital, en urgence. Ils ont essayé de tout faire. Donc, du matin, je crois que c'était depuis 8 h du matin jusqu'à 5 h de l'après-midi. Ils ont essayé de la sauver, mais n'ont jamais pu. Voilà. Il a beaucoup anticipé et appréhendé le fait de m'annoncer lui en personne cette nouvelle. Il a consulté ses amis, des médecins, pour être sûr qu'un enfant de 7 ans pouvait entendre ce genre de nouvelles. Malheureusement, j'avais perdu aussi mon grand-père Charlie l'année d'avant, donc j'étais assez conscient de ce que pouvait représenter la perte d'un proche. Et je l'ai pris avec beaucoup de sérénité. J'ai beaucoup pleuré, ça c'est sûr, mais le fait que ce soit mon père qui me l'a annoncé, qu'il a attendu quelques heures pour le faire, je pense que c'était... Je m'en souviens et je respecte beaucoup la manière dont il l'a fait. Oui. Du jour au lendemain, votre vie bascule. Oui. Où trouvez-vous la force de continuer à vivre Ça a été très très compliqué parce que je me souviens quand j'arrivais au bureau, je n'avais pas le temps d'arriver, que je ne pouvais pas monter dans mon bureau, je repartais. Et j'allais voir très souvent Jean-Marc, à qui je me confiais très souvent. Elle est quand même décédée très très jeune, dont un enfant qui avait moins de 10 ans. Et donc c'est pas facile. C'est pas facile d'assumer ça. Et c'est un défi que la vie vous fait. Et il faut réussir ce défi. Il a choisi d'être du côté de la vie. Absolument, il a choisi la vie. Ouais. Non, ça a été très dur, très 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 dur. Il a fallu plusieurs mois, plusieurs années pour devenir à ce jour. Je suis toujours pas... Et mes enfants, c'est pareil. Il y avait tellement de tristesse et de peine de ce choc-là que c'était le silence qui disait tout ce que l'on pensait. Moi, ça me rendait fou parce que je disais mais il faut absolument sortir les photos, regarder les vidéos, racontez-moi des anecdotes, faites vivre cette maman qui est plus là, et j'avais personne en face. C'est une disparition qui a transformé le cours de votre vie à tous? Ben oui. Elle comptait tellement pour nous, c'était une femme incroyable, exceptionnelle. Elle était très active chez Façonnable.
C'est elle qui était chargée des collections de chemises, de la maille, de l'enfant, de beaucoup de produits. Elle était très très active. Elle était très complémentaire à Albert. Elle s'occupait de sa famille, elle s'occupait de la communauté. Elle était très très active. Très très active. À son enterrement, c'était des milliers de personnes qui étaient là. C'était fou. Stéphane rentrait des États-Unis, il est rentré. Il faisait ses études aux États-Unis, il est rentré, il a intégré Façonnable. Le fait effectivement d'intégrer l'affaire familiale, c'était de perpétuer la mémoire de ma mère et on a continué à faire les fêtes dans la maison et voilà, la cohésion familiale est restée entière. On a tous été là pour lui et lui a été là pour nous. Attention, hein, il était là pour nous. C'était notre sécurité. Il a toujours été notre pierre, notre roc. Mon père, c'est notre roc. Il y a pas un moment dans notre vie, même les pires moments de notre vie, où ça n'a pas été l'endroit de sécurité dans lequel on pouvait vraiment se réfugier. Même s'il n'y a pas les mots pour le dire, la présence est toujours là. Et de ce point de vue-là, il y a aucun doute, ça a été et c'est toujours la pierre de ma vie. J'ai dormi dans sa chambre au moins pendant 1 an à partir de cette date-là. Et on a passé beaucoup plus de temps l'un avec l'autre. Il était beaucoup plus disponible finalement. Il prenait moins d'engagement. Il travaillait beaucoup, mais en tout cas, il était très disponible. Et donc, oui, il a remplacé ma mère pendant cette année et demie qui a suivi. Il a vraiment joué un rôle de père-mère proche. Toujours pas forcément dans la discussion, mais chez nous, beaucoup de choses se passaient par le regard. Donc, j'ai pas de manque. J'ai un traumatisme, mais j'ai pas de manque. Ilan a été élevé en grande partie par ma mère qui était là. Ma mère est venue à la maison et c'est elle qui est restée très très longtemps avec lui. Vous avez tenté de refaire votre vie après? Oui, j'ai essayé de refaire ma vie. Je suis resté très longtemps avec ma seconde épouse. Mais bon, ça n'a pas marché plus que ça. Mais oui, j'ai tenté de refaire ma vie, oui. Mais la femme de votre vie, ça reste Myriam? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est évident. Je suis un vrai juif. Hein. Non, je suis très attaché à la religion, sans être religieux. Mais je sais que j'appartiens à un peuple et ce peuple, pour moi, c'est primordial, quoi. C'est mon identité, quoi. Il est très curieux par rapport à ça. On a beaucoup d'échanges avec les textes et on arrive à discuter beaucoup de ça, de religion, enfin de Torah, de textes, de sources. Oui, c'est assez présent entre nous deux, entre guillemets. La communauté a pour moi été très très importante. Et ça continue à l'être, puisque je m'en occupe. Je m'en occupe aussi bien un peu en Israël et ici en France, oui. Pour moi, vraiment, c'est avant tout un artiste. C'est l'incarnation de cette fameuse chanson, le blues du businessman. J'aurais voulu être un artiste, sauf que j'ai vraiment le sentiment qu'il a réussi à le devenir. C'est pour moi un vrai miracle, parce que c'était vraiment pas gagné d'avance. Et il est devenu l'artiste qu'il aurait toujours dû être. Mai 68, donc toute la France est arrêtée, hein. On ne travaille plus. Et c'est pour moi l'occasion de rencontrer des amis. Et on ne savait pas trop quoi faire, on s'ennuyait, hein, on n'avait pas trop d'activité. Et un de mes amis décide de monter une pièce de théâtre. Je reste persuadé que mon père est avant tout un acteur. Je pense qu'il a joué la comédie toute sa vie et qu'il a joué à l'homme d'affaires. Il a excellé, mais quand je vois la facilité avec laquelle, après avoir vendu, il a quitté le monde des affaires, ça me laisse penser, croire que c'est pas le sens des affaires qui est le caractère principal de mon père, c'est son sens de la comédie. Depuis que j'ai vendu ma société, je me suis mis à faire du théâtre un peu plus sérieusement. Et donc, on a même fait le Festival d'Avignon avec une pièce de théâtre qui s'appelle Le Retour, d'André Djaoui et de Jean-Claude Grimbert. Et voilà, donc, et on continue.
Qu'est-ce qui vous plaît quand vous faites l'acteur? Pourquoi ça vous plaît? Je peux vous dire qu'avant de rentrer sur scène, j'ai un peu peur et je me dis qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas ce qui me plaît, je ne sais pas, mais j'aime bien le théâtre, hein, j'aime bien peut-être, je ne sais pas, c'est compliqué à dire. Hein. C'est une performance qui me convient. Je sais pas, j'adore ça. J'adore ça. Vous restez, mais où vous restez? Bah ici, avec vous, avec Sarah, tous les trois. Non, attendez. Ce type va me rendre fou, là. Non. Mais à vie, nous serons très heureux. Sarah nous aime et nous l'aimons. Où est le problème? Jacob, je vous rappelle que je sais me battre. Ouais, enfin, l'expérience de tout à l'heure n'était pas très concluante. Est-ce que la vie d'artiste, c'est très différent de la vie de chef d'entreprise? Ah oui, complètement. Complètement. Oui, c'est complètement différent. On n'a pas les mêmes responsabilités, même si c'est un challenge qu'on fait, parce qu'il y a un problème de... Il faut assurer, quoi. Pendant 1h30, il faut être sur scène. Surtout que les pièces de théâtre qu'on joue, on est 2 ou 3 hein, seulement. Donc c'est intense. Il y a la mémoire, il ne faut pas se louper. Savoir qu'il a une mémoire catastrophique. Et c'est absolument génial de voir quelqu'un qui se challenge autant alors qu'il a une mémoire terrible. Et il arrive à retenir un texte très long, très dur, et à le jouer, à l'incarner. Et donc oui, je trouve que c'est un excellent acteur. J'ai 7 petits-enfants. 7 petits-enfants, j'espère que j'en aurai d'autres encore. Là. Mais mes enfants sont encore jeunes pour en faire. Hein. Surtout Ilan, j'espère. Voilà, donc j'ai 7 petits-enfants. Et ouais, j'aime beaucoup les petits-enfants, oui, c'est vrai. Ouais, on a un rapport avec eux particulier, quoi. Le fait d'entendre papy de leur bouche, ça m'émeut. Ouais, c'est formidable. Mes enfants, qui ont eu la chance de partager beaucoup de moments avec lui, sont très très proches et ils sont très à l'aise, même si c'est pas un personnage facile, plutôt froid. Hein. Avec mes enfants, il n'a pas réussi à créer cette distance. Ils ont complètement décrypté le personnage. Alors la plus grande, Louise, qui est étudiante en Espagne, aujourd'hui elle fait dentaire, elle a 21 ans. Ensuite, il y a Élie, qui a 18 ans, Lila Rose, qui a 15 ans, et le petit Léo, qui a 7 ans. Et du côté Ilan, il y a Rivka, qui a 8 ans, Elisha, qui a 6 ans, et la petite Poua, qui a 3 ans. Il est surpris, je pense, de l'amour que les petits-enfants puissent lui apporter. En fait, il est toujours émerveillé. Alors, c'est pas un papy gâteau, mais il joue le jeu. C'est-à-dire que quand ils sont là, ils se laissent emporter par le côté mignon, en fait, des enfants quand ils sont petits. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Voilà, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Ouais, c'est ce que j'ai conservé pour être encore très très proche d'eux. Ça, je suis très fier de ça. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les autres disent de vous? Il est bien. Il est bien, ce garçon. Ouais. Ouais, je pense que ce serait pas mal, déjà. Jean-Marc, votre cousin, m'a dit quelque chose à votre sujet. Comme il a une forte notoriété, il a tendance à faire peur. Voilà, parce qu'il a eu des responsabilités importantes. Et donc, on va dire quelqu'un de juste, hein, très important. Parce qu'on peut être sévère et injuste, mais quelqu'un de juste et sérieux, on va dire. Solide, sérieux. Est-ce que sérieux veut dire sévère? Je ne sais pas. Oui, c'est vrai que je peux être sévère parce que je ne comprends pas la bêtise. Je n'accepte pas ça. J'accepte pas la bêtise, j'accepte pas la méchanceté, l'erreur. Je suis un peu dur à ce niveau-là, c'est vrai. Un peu moins aujourd'hui, hein, je passe plus. Hein. Mais sévère, oui, des fois ça peut m'arriver d'avoir une réaction ou une critique envers quelqu'un qui n'a pas fait ce que j'aurais voulu qu'il fasse. Ouais, peut-être. Ouais. Mon père a vraiment changé après 50 ans. C'était quelqu'un d'extrêmement dur et sévère qui est devenu quelqu'un de
Je pense qu'il a toujours été très drôle. Je pense qu'avec ses amis, il était toujours très drôle. Mais avec sa famille, il s'est détendu. Est-ce qu'il y a un rêve d'enfance que vous n'avez pas réalisé? Oui. C'est pas un rêve d'enfance, mais c'est un problème que j'ai eu depuis mon enfance, c'est d'apprendre l'anglais. Mon père, c'est Jean-Pierre Bacry dans Le goût des autres. Si vous lui trouvez une prof d'hébreu ou une prof d'anglais dont il peut tomber amoureux, peut-être qu'il va apprendre l'anglais. Mais sinon, c'est absolument impossible. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui au petit Jean-Pierre qui habitait à Alger, à Bab el-Oued? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire, c'est pas mal ce que tu as fait. Parti de là-bas, d'Alger, je pense que j'ai eu un parcours que beaucoup de gens auraient aimé avoir. J'ai fait une famille magnifique, donc j'ai réussi une grande partie de ma vie, je crois. Je crois que je suis très très heureux de ce que j'ai fait. Je ne l'aurais jamais espéré, ça. Donc je suis très très content d'être là. Un modèle, c'est un caractère, dans la mesure où c'est une personne très droite, qui a une parole, qui respecte et qui fait tout ce qu'il dit. Donc c'est son caractère, sa loyauté, son honnêteté qui m'inspire. Finalement, ce qu'on dit sur lui, son sérieux, toutes ces qualités qui font de lui un homme bon, un homme bien, un exemple. Oui, je pense que c'est ça. C'est un héros parce que c'est quelqu'un qui est parti de rien et qui est arrivé vraiment à un succès exceptionnel. C'est un héros parce qu'il a su porter sa famille après un deuil tragique, si jeune. Et aujourd'hui, c'est un héros pour ses petits-enfants et toujours pour nous. Donc oui, c'est absolument mon perso-héros. Qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Mon honnêteté, l'amitié sincère que j'ai avec eux, voilà, c'est le plus important, je crois. Si c'était à refaire? Je referais. Presque tout pareil, oui, presque. Alors, certainement des choses à rectifier, c'est sûr. Mais oui, c'était pas mal. C'était pas mal. Pourquoi vous avez accepté de raconter votre histoire aujourd'hui? Je pense que c'est pas mal. Je pense que l'idée est intéressante pour surtout mes petits-enfants. Je pense qu'ils vont s'amuser à m'entendre. Et déjà, ça, c'est pas mal. Et peut-être leurs enfants. J'ai pas connu mes grands-pères. J'aurais bien aimé de savoir ce qui s'est passé chez eux. Donc voilà, donc je laisse un petit passage de ma vie, c'est pas mal.